Si vous êtes un petit peu sur TikTok, vous devez connaître cette fille. C'est une fille qui est anorexique, boulimique et qui partage beaucoup de contenu à ce sujet. Du contenu notamment où elle mange et même des crises alimentaires qu'elle montre en vidéo. Récemment, elle a décidé de se faire hospitaliser dans une clinique. Alors, je vais pas faire durer le secret plus longtemps, son hospitalisation ne l'a pas aidée à guérir. Contrairement à la mienne. J'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux, mais moi aussi, j'ai été hospitalisée en hôpital psy lorsque j'avais 17 ans. C'est une expérience que j'ai volontairement gardée très secrète parce que contrairement à elle, j'estime qu'elle est quand même très intime. C'est peut-être, sûrement d'ailleurs, l'une des expériences les plus sombres de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler, j'ai décidé d'être totalement transparente avec vous pour que vous compreniez pourquoi est-ce que certaines hospitalisations comme la mienne peuvent fonctionner et pourquoi d'autres hospitalisations ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais. Tout a commencé en décembre 2016 lorsque j'ai réussi à perdre quelques kilos. J'emploie volontairement le terme réussir parce que c'est vrai que depuis quelques années, j'essayais de perdre du poids, mais en fait, j'y étais encore jamais arrivée. Très vite, je perds du poids, je perds beaucoup de poids jusqu'à atteindre un point de non-retour, c'est-à-dire un point où même si je ne voulais plus voir mon corps maigre, je ne voulais plus voir mon corps qui s'amaigrit plus, j'avais quand même une satisfaction à voir le poids qui descend sur la balance. Effectivement, c'est très contradictoire, mais c'est réellement ce que je ressentais. En fait, mon cerveau avait associé poids qui diminue avec victoire. Et je n'arrivais pas à ce stade à me défaire de ce mécanisme. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce point parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres de mes vidéos et je vais passer directement à la partie qui nous intéresse le plus, l'hospitalisation. Tout a commencé un jour où ma mère m'a emmenée aux urgences parce que, voilà, elle se faisait beaucoup de soucis pour moi, forcément, elle me voyait très amaigrie et ça l'inquiétait beaucoup. Donc de là, j'arrive, on m'installe dans une chambre, j'attends longtemps, très longtemps, j'ai des psychiatres qui viennent me poser des questions, on me pèse et j'attends encore. Il faut savoir qu'à cette période, je faisais 38 kilos. Et 38 kilos, ce n'était pas, à mon stade, un poids assez bas pour nécessiter l'hospitalisation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un IMC inférieur à 14, vous ne resterez pas à l'hôpital classique. Tout simplement parce que votre vie n'est pas en danger vital. Même si on m'a posé des questions, beaucoup de questions sur mon état mental, les psychiatres jugeaient que je ne nécessitais pas d'être hospitalisée en psychiatrie de suite. Donc de là, je suis rentrée chez moi, mais néanmoins, on me renvoie quand même vers un CMP, donc un centre médical psychiatrique, où je dois prendre rendez-vous et potentiellement envisager l'hospitalisation psychiatrique sur le long terme. Donc de là, moi, je rentre chez moi, un petit peu triste, il faut le dire, parce que quelque part, je le voulais. Quelque part, je voulais rester parce que j'avais quand même l'impression de plus dépendre de moi-même, l'impression de perdre totalement le contrôle de moi-même, en fait. Mais d'un autre côté, il y avait aussi l'autre partie, il faut le savoir, qui était attachée à la maladie et qui, à ce moment-là, était encore trop importante, trop présente par rapport à la partie de moi qui voulait guérir. Les semaines passent et mon rendez-vous avec le CMP arrive. Alors, ce jour-là, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une infirmière qui a vu une réelle détresse, je pense, dans mon regard, dans mes paroles, et qui, très rapidement, m'a dit « il faut que tu te fasses hospitaliser ». Donc de là, elle a appelé l'établissement en question et on a organisé une visite quelques jours plus tard. Donc la visite se passe et moi, forcément, il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne suis pas du tout convaincue. Les conditions étaient absolument désastreuses et en fait, il faut savoir qu'à cette époque, j'étais mineure, j'avais 17 ans. Ce qui veut dire que ma maman a légalement le droit de m'interner, c'est-à-dire de m'hospitaliser de force. Dieu merci, elle ne l'a jamais fait parce que si ce n'était pas le cas, j'aurais été, je pense, soumise au principe de réactance pendant toute la durée de mon hospitalisation et très probablement que je n'aurais pas guéri. Alors c'est très important ce que je vous dis là parce que 95% des enfants qui étaient avec moi dans l'établissement par la suite étaient justement soumis à ce principe de réactance parce que la plupart y étaient par dépit en fait, parce qu'on les avait obligés à y aller tout simplement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il y avait un enfant qui arrivait un petit peu de force et qui savait pas trop qui devait être là, je peux vous dire qu'on l'entendait. Ça se voyait, ça s'entendait. Je vais être hospitalisée, ouais je sais. Faut digérer. Ça fait 2 ans que je demande. Onbu. Alors je suis désolée, je sais pas du tout comment prononcer son pseudo.
Mais elle, il faut savoir que, d'après ce que j'ai vu, elle n'a pas été contrainte non plus à se faire hospitaliser, et ça déjà c'est une bonne chose, mais malheureusement ça suffit pas pour guérir, même si c'est un élément important de la guérison, et ça suffit pas forcément pour guérir. Mais bref, revenons à nos moutons. Après cette visite, moi forcément j'étais pas convaincue par l'établissement. Je trouvais que les règles dont je vous reparlerai après étaient 1000 fois trop strictes, et de là j'ai dit que évidemment je ne voulais pas être hospitalisée, mais quand même on me laisse un délai de réflexion, au-delà duquel si je ne viens pas, c'est quelqu'un d'autre qui prendra ma place, parce que d'après ce qu'on m'avait dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, il y avait une grosse liste d'attente. Peut-être que c'était pour me mettre un petit peu la pression et que je me dise « oulala, il faut vite que je prenne ma place », je ne sais pas, mais apparemment il y avait une liste d'attente. Et même si en rentrant chez moi, j'ai fait des efforts au niveau de mon alimentation, la prise de poids elle n'a pas suivi, et même j'ai continué de perdre un petit peu de poids. J'avais l'impression que j'arrivais réellement plus rien à contrôler. Et au lieu d'avoir une satisfaction habituelle à voir le poids qui descend sur la balance, clairement j'ai eu un sentiment de peur. Puis clairement il s'est passé une nuit où j'ai eu peur de mourir, peur qui quelque part était provoquée par ma propre volonté, puisque l'anorexie est une maladie volontaire. C'est pas comme la trisomie ou une déficience mentale, c'est une addiction l'anorexie. Et comme toutes les addictions, elle est destructrice sur le long terme. Une partie de nous veut certes s'en défaire, mais il y a une autre partie qui, elle, est attachée à la maladie. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer à quel point la perte de contrôle est importante. La perte de son cerveau presque, j'ai envie de dire. Mais bref, voilà, donc le lendemain je me lève, j'annonce à ma maman que je veux rentrer à l'hôpital, et de là, quelques jours plus tard, j'arrive avec ma maman et ma sœur, et je passe ces portes où je resterai enfermée pendant des semaines et des semaines. Et quand je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre, évidemment, je me suis littéralement effondrée en larmes. Je suis super angoissée parce que j'attends mon psychiatre. Ça m'angoisse tellement d'attendre. C'est horrible. Ça m'énerve et je lui en veux pas. C'est normal, je dois attendre. Enfin, c'est pas censé être aussi angoissant d'attente, mais c'est l'angoisse totale. Mon hospitalisation n'a rien à voir avec celle d'Onbu. Je vais jamais y arriver dans cette vidéo. Mais c'est justement parce qu'elle n'a rien à voir qu'elle m'a permise de guérir. Même si, de ce que j'ai pu voir, elle avait visiblement des activités thérapeutiques, des rendez-vous avec des psychiatres, des psychologues, etc. Elle mangeait seule, elle faisait ses TikTok, elle communiquait avec ses abonnés, avec son copain, avec son entourage. Exactement comme à la maison, puisque ça faisait un petit moment qu'elle travaillait déjà plus. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que l'hospitalisation lui apporte quelque chose? Évidemment, je ne remets pas la faute sur elle, mais plutôt sur le fonctionnement de l'établissement. Alors certes, il y avait peut-être un petit peu plus de rendez-vous thérapeutiques que ce qu'on peut faire à l'extérieur où on va voir un psy une fois par semaine. Mais est-ce que c'est suffisant? Le but d'un établissement psychiatrique, il faut comprendre que c'est d'éliminer tous les éléments de distraction extérieure pour se centrer sur soi et optimiser sa guérison. Les premiers jours, c'est les plus difficiles, honnêtement. Il faut un courage mais considérable, et je le comprends que ce soit pas le moment pour tous ceux qui sont malades d'être hospitalisés, parce que je peux vous garantir que vous êtes face à vous-même, face à vos angoisses, face à ce vide, vos ennuis, vos douleurs, tellement qu'elles sont psychologiques, elles en deviennent physiques. Mais le problème avec l'anorexie, c'est que la nourriture est une source de distraction. La nourriture est une source de distraction puisqu'elle nous déconcentre de notre vrai problème. Les troubles du comportement alimentaire sont une conséquence d'un mal-être plus profond, ou plutôt un palliatif. Étant donné que notre attention tourne autour de la nourriture, elle ne tourne naturellement plus autour d'autres problèmes. Mais le problème avec les TCA, c'est qu'on ne peut pas éliminer cette source de distraction pour se confronter au problème. C'est pas comme un alcoolique qui va dans un centre de désintox où il sera obligé de se défaire de son addiction et de se retrouver face à ses vrais problèmes, puisque l'alcool n'est pas indispensable à la vie, alors que la nourriture, si. Et le point commun entre l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, c'est cette addiction à la nourriture, justement. Addiction qui est entraînée par la privation, par la restriction, que ce soit les vomissements, les laxatifs, le sport ou la restriction tout simplement, le fait de ne pas manger. La pire erreur, c'est de penser que parce qu'on est anorexique, on n'aime pas manger et on s'en fout de la nourriture, alors que c'est tout le contraire. Moins on mange, plus on pense à la nourriture. Le corps demande, le corps est bien fait, le cerveau est intelligent. Le fait de ne pas avoir accès à quelque chose donne encore plus envie de cette chose. Et penser à la nourriture, c'est encore une fois se déconcentrer du réel problème. Et autour de cette addiction à la nourriture viennent s'ajouter plein de choses qui viennent augmenter la difficulté à guérir en fait, tout simplement. La peur de voir son corps qui change, le plaisir de voir le poids qui descend sur la balance, le plaisir d'attirer l'attention avec son corps maigre, l'impression d'avoir quelque chose en plus que les autres, etc. Onbu, elle, pour le coup, c'est parce qu'elle est anorexique qu'elle fait autant de vues, qu'elle a autant d'attention.
Mais si c'est plus le cas, elle n'attirera pas autant l'attention. Il faut dire ce qui est. Alors certes, peut-être qu'au début de sa guérison, elle va continuer à être populaire, etc. Mais au bout d'un moment, quand elle sera comme tout le monde, finalement, qu'elle mangera comme tout le monde, elle fera plus autant de vues. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui n'est pas rare, ce qui est comme tout le monde, ça n'est pas voyant sur les réseaux sociaux. Ce qui marche, c'est quand on a une différence. Et plus cette différence elle est importante, plus ça marche. Donc si elle veut rester populaire, elle a plutôt intérêt à rester malade. Et lorsque l'on est anorexique plus boulimique, la guérison elle est d'autant plus difficile. Personnellement, j'ai jamais connu la boulimie. J'ai connu l'hyperphagie, j'ai connu l'anorexie, mais la boulimie, j'ai jamais connu. Et j'imagine que c'est peut-être encore plus fort que l'anorexie. Certes, elle n'avait pas la possibilité à ce moment-là de faire des crises étant donné qu'elle n'avait pas les aliments nécessaires. Cela dit, elle s'est quand même restreinte dans son alimentation à la clinique, ce qui, encore une fois, a pu lui servir de palliatif quant à ses réels problèmes. Puisque ne pas manger, encore une fois, c'est se concentrer d'autant plus sur la nourriture, c'est penser à la nourriture et c'est ne pas penser, se confronter à ces réels problèmes qui se cachent derrière tout ça. Donc finalement, que doivent faire les cliniques face à ça et comment est-ce que pour moi ça s'est passé par la suite? Je vais être cash, mais pour moi il faut faire un contrat de poids. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est indispensable. Alors le contrat de poids, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un contrat tout simplement qui stipule que vous êtes obligé à faire un certain poids avant de pouvoir sortir de l'établissement. Vu que moi j'étais en pédopsychiatrie et pas en psychiatrie, c'est pas la même chose parce qu'encore une fois, un mineur dépend de ses parents, un majeur dépend de lui-même. Donc je sais pas si c'est réellement possible de faire des contrats de poids lorsque l'on est majeur. Mais dans les faits, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Je vais avoir aussi des activités. J'ai pris pilates, circuit training, sophrologie, groupe de parole, écriture. Voilà, j'ai 5 activités. Alors moi, il faut savoir que je suis arrivée à un poids de 36 kg et j'étais obligée d'atteindre les 46 pour sortir. À côté, je n'avais pas le droit d'avoir mon téléphone, j'avais pas de contact avec ma famille, mes amis. J'avais pas de contact avec l'extérieur. Au début, je restais dans l'établissement, je ne sortais pas. J'avais pas d'appel, pas de télé, pas de jeux vidéo. En fait, j'étais obligatoirement confrontée à moi-même. Mais quand même, il y avait encore ce palliatif de la nourriture qui était là. Et c'est pour ça qu'au début, mon hospitalisation n'a pas été si difficile que ça. Parce que je me suis servi de ce palliatif pour ne pas me confronter à mes vrais problèmes. Et c'est après que le cauchemar est arrivé. Parce que même si à ce moment-là, je mangeais un petit peu plus qu'à la maison, je mangeais pas encore assez pour prendre du poids. Et toute ma vie tournait encore autour d'un contrôle permanent. C'est-à-dire un contrôle de mon assiette. Je me souviens que le matin, je faisais parfaitement mes tartines de pain. Un contrôle de mes lettres, les lettres de mes mots, quand j'écrivais dans mon journal intime. C'était vraiment hallucinant, hein. C'était un truc de fou le contrôle que j'avais dans ma vie d'une manière générale. Le contrôle de mon apparence, je me souviens qu'à cette époque, je me maquillais parfaitement, je me coiffais parfaitement. Bref, quand je suis arrivée, j'étais encore dans un contrôle permanent de ma personne en fait, tout simplement. Sauf que il y avait ce contrat de poids. Et si je voulais sortir à un moment donné, j'étais obligée de prendre du poids. Donc ça pouvait pas durer. Mais bref, j'ai vu au fil des semaines que les efforts ne payaient pas. Et il y a eu un moment où j'en ai eu plein le cul de pas prendre de poids. En fait, j'accepte mes repas, de digérer, de manger. Parce que j'ai l'impression de perdre du poids. Je vous le dis cash, et j'en perds. Je le sais, je le vois. Et ça me satisfait. Sauf que ici, j'ai eu des objectifs thérapeutiques, un projet de soins, qui n'est pas de guérir la maladie de la restriction, ma dysmorphophobie. Et à aucun moment, j'ai manifesté l'envie de prendre du poids. D'ailleurs, si je prends du poids, c'est un motif de départ de l'hôpital. Je l'ai dit à ma psychologue, on n'en a pas encore travaillé, mais c'est un frein. Et vu que là, je perds du poids, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait tenir. Mais c'est pas sain, vous comprenez? Au niveau elle a dit elle veut pas prendre de poids. Et ça, c'était une très très grosse différence avec moi. Et même si finalement sa maigreur, c'est pas tellement son problème, mais plutôt tout ce qu'il y a autour, quand on veut guérir de l'anorexie, on est obligé de faire un deuil de ce corps pour se défaire de son addiction. Puisque se défaire de son addiction, c'est s'autoriser à manger plus. Et si on mange plus, on grossit nécessairement. Sans parler du fait que ce qui déclenche ces crises, c'est aussi parce que son corps sait que le taux de masse grasse est trop faible. C'est un mécanisme de protection du corps qui est tout à fait normal, qui vous pousse à manger, qui vous pousse à la vie, à la survie tout simplement. Sauf que vu qu'Onbu, elle n'a pas d'objectif de poids, elle peut sortir de la clinique quand elle veut. Je sens que je ne pourrais pas faire plus de progrès dans la clinique où je suis et que j'ai atteint les limites de ce que peut m'apporter
cette prise en charge et cette structure. Et résultat, elle est sortie, alors que moi, j'étais enfermée. Et au bout de 3 semaines d'hospitalisation, ce qui va se passer, c'est que je vais volontairement lâcher tout contrôle de mon alimentation pour optimiser mes chances de guérir. Et à partir du moment où je n'avais plus ce palliatif, je me suis retrouvée face à mes vrais problèmes. Et c'est à ce moment-là que mon monde s'est écroulé. Je vais du jour au lendemain péter littéralement les plombs. Je pleurais tout le temps, je me maquillais plus, je me coiffais plus, et je me lavais même plus. J'ai honte de dire ça, mais c'est vraiment le cas. J'étais tellement fatiguée que j'avais même plus la force de prendre ma douche. Et c'est pour vous montrer à quel point le simple fait de manger est compliqué pour une anorexique. Dire t'as qu'à manger, ça ne fonctionne pas comme ça. Si l'anorexie est là, c'est que de base, il y a de gros problèmes. Sauf que c'est pas normal de se mettre dans tous ces états juste parce qu'on a bien mangé. C'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai arraché une feuille de mon journal, je me suis posée dans mon lit et j'ai écrit, non pas pour faire une œuvre d'art avec mes lettres comme j'avais l'habitude de le faire, mais pour extérioriser. Je réfléchissais, chose que j'avais jamais fait auparavant. Non seulement parce que mon cerveau était totalement déconnecté de la réalité à cause du manque de sucre, mais aussi parce que je pensais que je n'avais pas le pouvoir sur énormément d'aspects de ma vie, sauf mon corps. Alors qu'en réalité, il y a énormément de choses qu'on peut influencer. Et c'est justement dans ces moments les plus difficiles que j'ai le plus travaillé sur moi, notamment avec un psychologue qui m'a énormément fait progresser. Petit à petit, les jours passent et je continue de reproduire ce schéma. J'ai fait face à des émotions presque insupportables, c'était extrêmement difficile, mais c'est en faisant ça et en mangeant que j'ai réussi à m'en sortir. Je mangeais, j'extériorisais. Il n'y a pas un plateau repas que je ne finissais pas. Faim ou pas faim, rien à faire. Et même, en vrai, j'avais même pas faim du tout. À la fin de la journée, quand c'était le dîner et que toute la journée, j'avais bien mangé, je ne ressentais pas la moindre faim. Mais mon envie de guérir était tellement supérieure à tout que j'étais prête à me forcer en fait. Et parfois même, je redemandais du rab quand je pouvais. Alors attention, c'était pas du tout des crises, hein. C'était juste que je supportais plus mon corps maigre, je supportais plus ma fatigue, je ne supportais plus ma maigreur, mon isolement social et tout ce qu'il y avait autour. J'avais une volonté à toute épreuve à ce moment-là. Mais je pense que si j'avais mon téléphone comme mon bout, j'aurais été tentée de passer ma vie dessus après tout le repas pour penser à autre chose que ce que je viens d'avaler. Mais si j'avais fait ça, ça m'aurait empêché de réfléchir sur moi-même et donc de guérir. Alors certes, j'aurais pris du poids, mais pour combien de temps? Parce qu'évidemment, pour guérir, il ne suffit pas de prendre du poids. Il faut aussi faire en parallèle un travail sur soi. Et même si le contrat de poids oblige à prendre du poids, il n'oblige en rien à le garder. Puisque une fois l'objectif atteint, la sortie de l'établissement est autorisée. Donc bien évidemment que le contrat de poids ne suffit pas. Mais par contre, prendre du poids fait bien évidemment partie intégrante de la guérison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui sortent de l'établissement, qui sont soumises à ce principe de réactance dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont dans l'établissement juste parce qu'on les a obligées, qui prennent du poids pour pouvoir sortir le plus vite possible et qui, une fois sorties, reperdent tout le poids. Alors moi, lorsque j'ai atteint les 40 kilos, j'avais le droit d'envoyer des lettres. À 42 kilos, j'avais le droit de voir ma mère. À 44, de rentrer chez moi les week-ends. Et à 46, de rentrer chez moi définitivement. Et aussi, petit à petit, j'avais le droit d'avoir de plus en plus d'activités dans mon emploi du temps. Parce qu'au début, je ne faisais que 2 choses. Activités manuelles et jeux de société. Et évidemment, temps dans ma chambre où je faisais pas grand-chose à part écrire, réfléchir et chialer. Je le dis avec le ton d'humour, c'est volontaire, mais je pense que c'est bien de prendre un petit peu de recul sur la situation. Mais évidemment, sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai envoyé une lettre à ma maman parce que j'avais atteint le fameux poids de 40 kilos. Au bout de 2 mois, je l'ai revue. D'ailleurs, je me souviens très bien de ce jour. Elle m'a amené plein de chocolat parce que je lui avais demandé. J'ai tout mangé dans ma chambre. Encore une fois, c'était pas une crise, c'était juste un plaisir. Déjà, j'étais déterminée à grossir. En plus, j'adorais les chocolats. Donc juste, à ce moment-là, je me suis mise dans ma chambre. J'ai mangé tous les chocolats, en cachette évidemment. Parce qu'il faut savoir que ma maman, elle n'avait pas le droit de ramener de la nourriture. C'était vraiment des conditions assez strictes. C'est-à-dire que dans votre chambre, il y avait beaucoup d'objets auxquels on n'avait pas droit. Pour éviter de se faire du mal, ce qui est une bonne chose. Mais elle n'avait pas le droit de ramener de la nourriture. Et du coup, j'ai tout mangé dans ma chambre. J'avais mal au ventre après. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on avait passé le week-end à la maison et qu'on revenait à l'hôpital, on fouillait nos valises pour voir si on n'avait pas des objets pour nous faire du mal, des aliments pour faire des crises, ce genre de choses. On était systématiquement fouillés, ce qui n'est évidemment pas une mauvaise chose. C'est légitime, ça a ses raisons. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu à quel point le contexte est extrême, on va dire. C'est trop difficile. J'ai pas envie de vous faire croire que c'est facile et qu'il suffit d'avoir de la motivation et que tout va bien, que tout s'arrange, que le temps n'est pas long, que je m'ennuie pas et que j'ai plein d'énergie.
Ce n'est pas le cas, j'ai encore ces pensées, j'ai envie de manger, j'ai ces envies d'abondance, de gras et voilà, c'est dur. C'est vrai que pour la plupart des gens, ça paraît être une situation très difficile. Mais cette isolation extrême est bien plus profitable qu'elle n'est délétère pour certains cas particuliers comme le mien. Et peut-être aussi pour une boue. S'isoler de toutes les choses qui pourraient nuire à notre guérison, c'est se donner une chance de guérir. Parce que quand on est contraint de ne penser à rien, que tout est fait pour nous, on fait rien de nos journées, on a des heures de lever, des heures de coucher, les repas qui sont faits, le ménage qui est fait, des activités imposées, on peut se concentrer beaucoup plus facilement sur la guérison. Par contre, on est avec des enfants qui sont pas forcément agréables étant donné qu'on est en psychiatrie. Je vous passe les détails. Je sais pas si je mettrai ce petit bout dans ma vidéo, mais moi j'avais une fille qui se tapait la tête contre les murs à côté de ma chambre. Mais bon, ça c'est une obligation. Je veux dire, on peut pas faire un établissement spécifique pour chaque personne. Il faut être réaliste aussi. Et puis quelque part, c'est une bonne chose aussi de mélanger les pathologies, puisque s'il n'y avait que des anorexiques, les conversations seraient forcément autour de la nourriture, autour du corps, tout ce qui est fait finalement pour nous laisser dans l'anorexie, tout ce qu'on ne veut pas. Et malheureusement, Onbu, elle a un contenu qui est totalement dirigé autour de ça. Et attention, c'est pas une critique, car je pense qu'elle n'en a pas forcément conscience. Ou alors elle en a conscience, mais son besoin d'attirer l'attention est supérieur. Filmer et publier ses crises, c'est banaliser un comportement qui ne devrait jamais l'être. C'est comme un drogué qui se filme en train de se piquer. C'est pas une bonne chose. Ça peut influencer certaines petites filles, notamment qui sont sur TikTok. Moi, personnellement, j'ai connu l'existence de la boulimie à 12 ans, lors d'un reportage tellement vrai. Et je me souviens que j'ai découvert ça en mode « Waouh, mais c'est génial, on peut manger tout ce qu'on veut, il suffit de se faire vomir après ». C'est réellement comme ça que j'ai réagi. Mais heureusement, Dieu merci, j'ai jamais réussi à me faire vomir. J'ai déjà essayé plein de fois, auparavant, je vous rassure, mais j'ai jamais réussi. Heureusement. Évidemment, je dis pas qu'il faut pas en parler, d'ailleurs c'est ce que je fais. Mais montrer une crise, c'est problématique parce que ça peut donner envie à certaines personnes de faire pareil. Ça peut être un déclencheur. Et c'est notamment pour ça que dans les cliniques, c'est indispensable selon moi de ne pas avoir accès à son téléphone pendant l'hospitalisation. Encore faut-il reproduire ce schéma après l'hospitalisation, puisque si on est tout le temps sur son téléphone, une fois sorti, ça n'a pas de sens. Mais au moins, ça nous éduque et ça nous rend moins accro le temps d'un instant pour avoir les bases et ensuite reproduire facilement le schéma. Mais regardez ce genre de contenu, la vérité c'est que ça vous apportera rien de bon. À part vous satisfaire un court instant parce que vous voyez quelqu'un manger, ça vous apporte rien. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche autant. On ne s'autorise pas à manger, donc on regarde les gens manger pour nous. On ne s'autorise pas à manger, donc on cuisine pour les gens, pour qu'ils mangent à notre place. Ça s'appelle vivre par procuration. C'est notamment pour ça que son contenu marche autant. Chaque personne atteinte d'anorexie qui se fait hospitaliser et qui a le droit à son téléphone va nécessairement passer du temps sur ce type de contenu. Créé par d'autres anorexiques qui elles-mêmes vont peut-être se faire hospitaliser comme Onbu à un moment donné, et la boucle est bouclée. Mais attention, encore une fois, je ne mets pas la faute sur elle, puisque quelque part, elle donne aux gens ce qu'ils veulent. Si son contenu est autant mis en avant, c'est bien parce que ça marche. Ses abonnés regardent son contenu par pur voyeurisme. Et elle raconte sa vie, ce qui lui fait du bien tout en étant rémunérée. Rémunération qui finance ses crises. Encore une fois, la boucle est bouclée. Sans parler du fait qu'il y a plein de gens qui s'initient dans sa vie et qui attendent d'elle une guérison. Mais personnellement, je trouve ça super infantilisant. La nana, elle a pas 15 ans, elle a 25 ans. Et puis, je suis pas forcément sûre que ça l'aide à guérir parce qu'il y a plein de gens qui vont attendre d'elle une guérison. Alors que quand on guérit de l'anorexie, quand on arrive véritablement à guérir, c'est pour soi, pas pour les autres. Sinon, ça ne fonctionne pas. Évidemment, j'empêcherai jamais ce genre de contenu d'être diffusé, déjà parce que j'en ai pas le pouvoir, et puis parce que c'est des biais psychologiques naturels en fait de l'humain, le principe de réactance, le voyeurisme, le biais de confirmation, tout ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais je peux pas empêcher tout ça. Mais simplement, je peux vous faire prendre conscience de ça, vous faire prendre conscience de vos failles psychologiques pour que vous puissiez être beaucoup plus vigilant vis-à-vis de ce type de contenu. Et c'est pour ça que moi, je passe pas de temps sur les réseaux sociaux. Parce que ce que je vous dis pas, c'est que je publie, mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas sur TikTok. Je ne suis jamais allée sur TikTok de ma vie, à part pour publier, répondre à quelques commentaires, mais c'est tout. Je ne vais pas sur TikTok. Et c'est pour cette raison que je pense sincèrement que les cliniques doivent rester strictes en interdisant le téléphone et en imposant le contrat de poids. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a certaines personnes qui seront réfractaires quant à l'hospitalisation en sachant ça et qui du coup décideront de ne pas se faire hospitaliser. Mais si c'est le seul choix qu'on leur laisse, elles finiront peut-être par le faire. Mais si elles ont d'autres options, d'autres cliniques qui ne proposent pas ce contrat de poids, forcément elles vont choisir ces cliniques. C'est normal. Et puis si ces personnes décident de ne pas se faire hospitaliser
à cause du contrat de poids, on peut se demander si ce sont des personnes qui ont réellement envie de guérir ou plutôt qui sont prêtes à entamer un processus de guérison. Parce qu'une place dans un hôpital psychiatrique, c'est extrêmement cher. On parle de centaines de milliers d'euros pour mon hospitalisation de 4 mois. Sauf que continuer à faire des hospitalisations dans ces conditions, c'est continuer à dépenser de l'argent pour rien. Sauf qu'en France, c'est l'État qui paye ce genre de choses. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Alors certes, on peut en bénéficier assez facilement, mais quelque chose qu'on ne paye pas, c'est forcément quelque chose auquel on accorde moins de valeur. Alors que dans les faits, ça en a réellement. Moi, je le vois tous les jours dans mon coaching, mais par exemple, un coaching offert en cadeau, j'ai eu le cas, c'est un coaching qui ne va pas forcément être suivi. Alors qu'un coaching chez quelqu'un qui a peu de moyens et qui se tue pour payer le coaching, il faut le dire, c'est quelqu'un qui va donner tout son possible parce qu'il va accorder beaucoup plus de valeur au coaching. Attention, je ne suis pas en train de blâmer ces filles parce qu'elle a bénéficié d'un lit d'hôpital pour pas grand-chose. Mais c'est plutôt à la clinique de faire en sorte d'imposer les conditions pour lui donner une chance de guérir, pour lui apporter l'aide nécessaire. Et évidemment, si elle voulait guérir à 100%, elle aurait réussi même dans ces conditions. Mais aucune anorexique ne veut guérir à 100%. C'est le propre de la maladie. Une part de nous le veut, une part de nous est attachée à la maladie. Mais penser que l'anorexie est une maladie qui n'est pas due de notre propre fait, par contre, c'est se donner aucune chance de guérir. On guérit de l'anorexie à partir du moment où on reprend le contrôle de notre cerveau, où on arrête de dire la maladie fait ci, la maladie fait ça. Non, mais ça, encore une fois, c'est à la clinique de vous aider à le faire, de vous aider à l'aide de psychologues, de psychiatres, de vous donner envie de guérir, de vous aider à inverser la balance risque-bénéfice afin d'augmenter vos envies, votre envie de vous en sortir. Petit à petit, vous trouverez de plus en plus de motivation à guérir jusqu'à faire taire de plus en plus la maladie. Et avec ce raisonnement, vous comprendrez qu'il n'y a pas de déclic, seulement des petites briques qu'on additionne les unes après les autres pour se reconstruire à l'aide de thérapeutes. Et pour faire un point très rapide sur ma situation, je suis sortie, guérie. Évidemment, j'avais encore un bout de chemin à faire moi-même toute seule, mais c'est lors de ce processus d'hospitalisation que j'ai fait les plus gros progrès et que j'ai pu avoir vraiment les bases pour guérir complètement de l'anorexie. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre expérience en commentaire à ce sujet. Si vous avez été hospitalisé, qu'est-ce que vous pensez du contrat de poids? Et moi je vous dis à très très vite. Ciao. La restriction, cette maladie, est trop ancrée. Ça va peut-être être difficile à entendre, mais je ne veux pas la guérir. Je ne désire pas la guérir même. Pour moi, c'est impossible. Je suis comme ça.